Christian Thibon, vous le connaissez, puisqu'il vient au moins depuis 3-4 ans faire des cours sur la géopolitique de l'Afrique. Donc vous savez que c'est un universitaire qui était jusqu'à une date très récente professeur à l'université de Pau, d'histoire contemporaine. Ce que vous ne savez peut-être pas, même s'il ne le cache pas, mais pour bien profiter du roman, il faut le savoir, il y a eu deux parties dans sa carrière professionnelle, deux champs d'activité, disons. D'abord, l'histoire pyrénéenne. Il est originaire de l'Aude, donc il a fait une première thèse sur le pays de Sceaux, vous savez, ce pays qui est entre l'Aude, l'Ariège, et une thèse très remarquée, publiée au CNRS, où il étudiait au cours du XIXe siècle les rapports entre l'État et les communautés villageoises. La thèse a été publiée en 1988. Il était tout jeune, il avait 12-13 ans à peine à l'époque. Après, donc, il y a eu une deuxième partie dans sa vie professionnelle, c'est l'Afrique. Et il est devenu donc un spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, notamment du Burundi. Il a dirigé pendant 3-4 ans l'Institut de l'Afrique française à Nairobi. Et puis voilà où il en est. Donc il a eu ses deux amours, les Pyrénées et puis l'Afrique, au niveau de la recherche. Alors j'ai lu ce livre, bien sûr, et j'ai été très étonné, surpris et admiratif pour toute l'érudition qu'il y a dans ce livre. L'érudition, notamment sur deux plans. Parce que vous allez voir, il croise la période mitterrandienne, donc sur Mitterrand, ses chapeaux, ses manies, son entourage, on dirait qu'il a vécu à ses côtés. Tu m'as vraiment estomaqué d'avoir tous ces détails. Latché, bien sûr, où on va, on dirait qu'il était invité souvent. Et puis ensuite, érudition sur cette affaire très mystérieuse, donc de ce village de l'Aude, rappelle-moi le nom, Rennes-le-Château, Rennes-le-Château, où à la fin du XIXe siècle, un prêtre on a pensé qu'il avait découvert un trésor. Et depuis, tous les gens qui sont intéressés par l'occultisme, l'ésotérisme, etc., se posent des questions sur les mystères que ça engendrait. Et toi, tu as dû y aller depuis ta petite enfance là-bas, puisque tu étais originaire. Voilà. Et donc, c'est étonnant tout ce qui nous apprend là-dessus. Donc, c'est un roman, bon, c'est un historien qui écrit un roman, mais je pense qu'il a d'abord la qualité littéraire, que tous les historiens qui écrivent des romans n'ont pas, et ensuite, il a les connaissances. Donc, je vous dis ça, juste, je vous donne, j'ai mis minutie, vérité, Mitterrand, ses manières, ses marottes, extraordinaires, le midi, le rugby, la description de spécialistes de l'œuvre, les élites audoises, comment tu décris cela, les dynasties familiales, les biographies, la politique locale, les stratégies des notables, les échanges entre élites religieuses, laïques, francs-maçonnes, occultistes de la fin du 19e. Bon, vraiment, là, je suis épaté par la manière dont tu connais le sujet. Avant même le PowerPoint, il faudrait peut-être qu'en un mot, tu définisses quand même le sujet un peu. Là, je l'ai défloré un peu en parlant, mais j'ai parlé période Mitterrand, Rennes-le-Château, mais tu pourrais résumer en un mot. Je n'ai pas voulu le faire parce que ça t'aurait pas plu et tu m'aurais repris, parce que je te connais, tu aimes bien la précision. Donc, tu peux quand même rappeler le sujet et après on regarde le PowerPoint. Oui, alors je remercie Jean-François. Il a oublié dans les étapes le Covid. Le Covid, c'est important parce que, comme tout le monde, on a été enfermé. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour m'occuper, je vais écrire un roman. Vous voyez, les circonstances parfois sont totalement hasardeuses.
Écrire un roman sur Rennes-le-Château, j'en suis originaire. Je ne suis pas originaire de ce village, mais du village voisin. Donc, tout jeune adolescent, j'étais aussi pris par cette ambiance d'un trésor ou de trésors au pluriel, de secrets ou de secrets au pluriel. Donc, c'est un petit peu ma région familière. Donc, effectivement, j'avais toujours l'idée de faire quelque chose. Dans un premier temps, je me suis dit, je pourrais faire une biographie du personnage clé de cette affaire qui, comme nous le verrons, est la Bessonnière. Puis une biographie, c'était faire de l'histoire une fois de plus, et je me sentais bridé, quoi. Les notes infrapaginales, les sources, non. Je voulais un peu plus de liberté parce qu'effectivement le sujet m'autorisait à ce type de liberté. Voilà. Donc c'est un petit peu le hasard qui a fait que j'écrive, même si j'avais intérieurement l'envie, pas nécessairement d'un roman, ça pouvait être un ouvrage, une biographie, mais une biographie parmi tant d'autres. Ce n'était pas tellement intéressant. Comme vous l'a dit Jean-François Soulet, j'avais étudié les élites de cet arrondissement, et donc je comprenais j'arrivais à comprendre comment pouvaient fonctionner les élites de cette période, et ce fameux curé, la Bessonnière, qui a été nommé dans ce village et qui a découvert un trésor, des trésors, un secret des secrets. Car en réalité, toute l'ambiguïté de Rennes-le-Château, c'est bien sûr la dimension matérielle de l'affaire, donc on peut penser un trésor, mais c'est aussi toute la dimension spirituelle, la connaissance que certains individus ont reçu, ont avancé durant cette période. Voilà. Donc pour vous présenter le cadre, Rennes-le-Château, c'est ce village. C'est un village perché dans un hôpital. Et pour être beaucoup plus précis, c'est un village qui était au milieu du 19e siècle à l'abandon. Et le curé qui est nommé, qui s'appelait la Bessonnière, a construit un domaine merveilleux, c'est-à-dire il a restauré l'église et il a construit, alors l'église vous la voyez, on voit le clocher, il a restauré l'église, il a construit un belvédère, comme si c'était une sorte de fortification. Alors belvédère avec enterré des réserves d'eau, parce qu'il y avait des jardins anglais, il y avait des jardins français. Il a construit une tour, la tour Magdala. Il a construit, la tour on la voit bien là, il a construit la Villa Béthanie que l'on voit, on voit uniquement le toit. Donc il a fait de ce village, qui est un village perdu, qui n'était pas un village, une paroisse très recherchée. Hein. C'était il était passé par le séminaire de Carcassonne, mais il avait pas tellement d'ambition. Donc il s'est retrouvé dans ce village et en l'espace de 20 ans, il a fait de ce village un petit bijou quand on compare avec la situation des autres villages à la fin du 19e siècle, qui a attiré beaucoup de gens et qui effectivement a suscité une série de questions sur ce curé, la Bessonnière. Alors dans la vallée, les gens l'appellent aussi la bétonnière, parce qu'il avait énormément construit. Il n'avait pas construit uniquement dans ce village, il a construit ailleurs. Donc il a eu un projet immobilier qui est assez intéressant. Donc on voit d'abord l'église qu'il a restaurée. On voit ensuite la Villa Béthanie, qui n'a jamais habité. Hein. On le voit en premier plan dans un des jardins de la Villa Béthanie. On voit l'église en deuxième plan. Et surtout, dans la décoration de l'église, il a mis toute une série d'indices qui pouvaient suggérer des informations concernant un trésor ou concernant une connaissance. C'est-à-dire, la Bessonnière est à la fois la porte d'entrée pour découvrir un trésor, et il aurait un petit peu comme dans l'église, comme si c'était un pulse, il aurait donné des indications, et par ailleurs, ces indications renvoient aussi à une connaissance. Donc vous avez dans l'église des choses assez étonnantes. D'abord
un diablotin qui est à l'entrée, alors qui a eu toute une histoire, hein, un diable aux yeux bleus, hein, c'est assez original, mais c'est assez courant dans le Languedoc d'avoir des diables qui supportent des bénitiers. Hein. Et vous avez sous le maître-autel une gravure de Marie-Madeleine, car l'église est consacrée à Marie-Madeleine. Et ça, vous allez voir, c'est un aspect qui est assez important. Alors, ce curé est déjà un petit peu intéressant. Alors, il est intéressant parce que il a eu une carrière assez classique. C'est un jeune paysan qui a été repéré par des dévots qui l'ont amené dans une école primaire, puis au petit séminaire, puis au grand séminaire. C'est une voie, on pourrait dire, classique dans le Languedoc, où effectivement l'Église, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, repérait des personnes, suivait des personnes pour en faire des curés, ou tout simplement pour coopter les compétences. C'est un jeune curé qui est assez fougueux, politiquement, il va s'opposer à la République, ce qui lui vaut d'être pendant 6 mois mis à l'écart. Mais il a très rapidement, il est assez splendide, il est assez magnifique dans son comportement, et il a surtout, enfin, c'est ce que les gens bien sûr vont lui reprocher en premier, il a pris comme, au début c'était pas le cas, puis il a pris comme gouvernante, domestique, la fameuse bonne de curé, une jeune fille. Ça c'est la première photo de Marie Desnarnaud, qui est la gouvernante de la Bessonnière, qui est très belle. Hein. Et il a pris très jeune. Alors que la règle voulait que les curés prennent des personnes de plus de 40 ans. Il a pris très jeune, il a vécu dans la même maison avec elle. Pas sous le même toit. Enfin, sous le même toit, mais pas sous le même étage. Mais disons, il y avait... Donc Marie Desnarnaud, c'est une personne importante parce qu'effectivement, elle va devenir son héritière, elle va porter le secret, le trésor, et elle va disparaître. Mais là, il y a une situation assez romanesque où on voit un curé de campagne qui est devenu curé parce que c'était la voie de survie de beaucoup de familles paysannes pauvres, qui, dans sa carrière, hérite de paroisses qui ne sont pas des paroisses intéressantes. Donc il a été dans une paroisse de montagne, puis à Rennes-le-Château. Ce n'est pas des paroisses qui rapportent de l'argent. Hein. C'était l'église, quand elle est arrivée à Rennes-le-Château, était en pleine décrépitude. Il y avait très peu de pratiquants, très peu de confessants. En fait, on était dans une pleine débâcle. Pas la déchristianisation, mais en fait on était en pleine débâcle religieuse. Donc il arrive dans ce village et il va faire des miracles. Le miracle, il va reconstruire l'église et il va même faire mieux. Il va reconstruire un presbytère, il va reconstruire une maison, il va acheter des terres. Le domaine, c'est les gens venaient voir, les curistes, parce qu'il y avait des stations thermales autour de Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains en particulier, viennent le dimanche assister à la messe, mais aussi visiter les travaux de la Bessonnière. Alors, très rapidement, l'histoire de la Bessonnière, surtout qu'à un moment donné, il ne tient plus son rôle de curé de campagne. Il devient, de par sa richesse, de par ses réalisations, par ailleurs il voyage beaucoup, il a des relations, il va très rapidement devenir une sorte d'attraction. Alors, on ira visiter le domaine, on ira visiter l'église, on essaiera de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire dans la décoration de l'église, mais effectivement, il va attirer beaucoup de personnes et une légende. Alors, une légende avec son versant noir, parce que comme toujours, quand il y a une légende, il y a la légende rose et la légende noire, va très rapidement se développer au sujet de lui. C'est-à-dire que très rapidement, la Bessonnière, bon ça c'est la version actuelle, la Bessonnière va cristalliser toute une série de récits. Il aurait découvert un ou des trésors, il aurait découvert un ou des secrets,
Et cette légende va avoir même son versant noir, puisqu'il y a un de ses collègues dans le village voisin va être tué, un assassinat assez lugubre. Très rapidement vont courir des récits sur une sorte de mafia de curés. Donc on est à la fin du XIXe siècle, où tout est possible, dans une période où l'anticléricalisme, surtout en Languedoc, était puissant, il va y avoir une fixation sur cette légende. Sans compter que, effectivement, sa relation ou ses relations avec Marie d'Arnaud font parler. Il n'est pas dans... Bon, il y a une médisance qui très rapidement concerne sa gouvernante, sa domestique, sa bonne. On ne sait pas exactement quel est le terme qu'il faut utiliser. L'affaire aurait pu se terminer par une sorte de conclusion ecclésiastique, c'est-à-dire que l'Église s'inquiète du personnage et l'interdit. Il y a un tribunal ecclésiastique qui lui enlève le droit d'officier. Il peut rester, il va rester d'ailleurs, les paroissiens, les villageois de Rennes-le-Château lui gardent son presbytère, mais il n'a plus le droit d'exercer, ou plus le droit de dire la messe. Ça aurait pu s'arrêter là. L'Église l'accuse de quoi? L'Église l'accuse d'avoir trafiqué les frais de messe. Donc il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, là ça je parle sous le contrôle d'un XIXiste, à la fin du XIXe siècle, l'Église catholique, il y avait un gisement financier énorme qui était les messes des défunts. C'était énorme. Aujourd'hui, on a l'État-providence, et bien, à la fin du XIXe siècle, il y avait l'Église-providence qui assurait le paradis à toute personne qui donnait. Et donc là, il y avait un gisement, et l'Église l'accuse d'avoir capitalisé ce gisement alimentaire en prenant des commandes de messes. Alors des messes qui étaient des messes, c'était pas des messes chantées, c'était des messes à 1 ou 2 ou 3 francs. Donc il a dû en dire beaucoup pour arriver à dépenser l'équivalent d'1 million actuel dans ces différentes constructions. Donc là, il y a un premier décalage entre le récit officiel de l'Église et la réalité, c'est-à-dire que l'abbé Saunière dépensait beaucoup, il construisait beaucoup, mais il dépensait beaucoup. Il avait un train de vie qui allait au-delà d'un simple desservant d'un village pauvre. Parce que Rennes-le-Château, c'était un des villages les plus pauvres de la vallée de l'Aude. Donc ça aurait pu s'arrêter là. Il est mort durant la guerre 14-18. La guerre 14-18, on effaçait. Il y avait tellement de brutalité dans la vie que les gens pouvaient... Bon. Sauf qu'à partir des années 50, l'affaire réapparaît. Elle réapparaît, alors au départ parce qu'il y a une personne qui a acheté les biens de Marie d'Arnaud, c'est-à-dire en fait les constructions, le domaine de l'abbé Saunière. L'affaire réapparaît parce qu'il y a aussi un intérêt qui est un intérêt commercial. La personne qui a acheté le domaine veut en faire un hôtel, un restaurant, donc il a tout intérêt peut-être à relancer l'affaire. Mais très rapidement, il y a un phénomène de boule de neige, c'est-à-dire que le sujet va devenir un élément, un succès d'édition, puisque à l'heure actuelle, il y a entre 500 et 800 ouvrages, alors des petits ouvrages ou des gros, qui traitent de Rennes-le-Château. Quand on va sur les sites sur Rennes-le-Château, les sites internet, quand on regarde la consultation, c'est planétaire. Alors, il faut dire aussi que Rennes-le-Château est pas très loin, à 5 km de Bugarache, et Bugarache, ça vous dit peut-être quelque chose, c'était la fin du monde annoncée. Donc on a des connexions qui font que Rennes-le-Château est devenu aujourd'hui, donc c'est une sorte de destination touristique, est devenu un centre touristique secondaire, qui effectivement attire des curieux, mais aussi des passionnés qui essaient de comprendre où est le trésor, où est le secret, et des curieux qui sont attirés par le côté fantastique de ce curé, un jeune curé assez brillant, assez beau, il a du charisme, c'est pas
c'est pas un torturé, hein, qui avait une bonne aussi jolie et qui avait aussi des maîtresses. Et dans les maîtresses, il y avait la cantatrice de l'époque, très connue, qui était Emma Calvé. Ça, c'est déjà aussi quelque chose qui participe à l'histoire rose de Rennes-le-Château. Alors, à partir des années 50, l'histoire s'emballe, et vous avez toute une série de livres qui vont parler de Rennes-le-Château. Alors, les classiques, c'est Gérard de Sède qui participe, on pourrait dire, à la fabrique de ce qui va devenir un mythe. Il y a aussi un personnage assez sulfureux, qui est Plantard, qui lui va apporter, qui va apporter une dimension encore plus merveilleuse en expliquant qu'à Rennes-le-Château, dans cette église qui est dédiée à Marie-Madeleine, il y a des traces de mérovingiens auxquels il fait référence par sa filiation, et que ces mérovingiens en réalité descendraient de Marie-Madeleine. Bon. Quand il a lancé ça, ça a été ça flambé. Ça flambé puisque ensuite il y a eu la suite. Voilà. L'église étant consacrée à Marie-Madeleine, on laisse supposer que Marie-Madeleine est venue dans cette région, a eu un enfant, le fameux Saint Graal, et qu'il y avait donc toute une généalogie masquée, cachée, à partir de là. Et donc le Da Vinci Code reprend ce référent qui traverse, on pourrait dire, l'imaginaire occidental, question posée qui n'a jamais été tranchée, de la place de Marie-Madeleine dans l'Église, dans le christianisme. Donc on est au départ, c'est un trésor. Alors, trésor, il y a plusieurs hypothèses, mais sûrement il y a trésor parce qu'effectivement, il n'a pas pu payer toutes ses réalisations uniquement par les frais de messe. Trésor, mais aussi connaissance. Et là, on ouvre un portail qui est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Dans cette littérature sur Rennes-le-Château, il y a tout de même un ouvrage qui est écrit par un historien, René Descaldias, qui n'est pas n'importe qui. C'est le secrétaire des Sarraut, la Dépêche. Vous voyez, la famille Sarraut, la Dépêche, c'est un homme de poids. Secrétaire qui est aussi membre de la société savante du département de l'Aude, donc une personne qui a un profil plutôt académique, plutôt universitaire, qui va écrire deux ouvrages, un sur l'histoire de cette commune, et ensuite un ouvrage qui essaie tout de même de déconstruire les mythes. Et donc il va s'appuyer sur des sources que l'Église va lui remettre. Donc là il y a un truc assez étonnant, c'est qu'un radical socialiste, l'Église va lui donner les sources, c'est-à-dire les différentes archives des procès en tribunal ecclésiastique contre le curé de Rennes-le-Château. Et Descaldias va démontrer, pas totalement, que toutes les constructions de Rennes-le-Château ont été financées par des messes. Découverte d'un trésor, d'un petit trésor qui semble-t-il serait le trésor de l'évêché d'Alais. Donc on était dans un diocèse pyrénéen qui est assez étonnant, hein, et qui recouvrait une partie de la haute vallée de l'Aude, mais aussi le Fenouillet, le Roussillon et l'Ariège. Et trésor qui aurait été caché durant la Révolution à Rennes-le-Château. Donc il suppose qu'il y ait eu découverte d'un trésor, mais surtout le financement de ces réalisations, il explique par essentiellement des manipulations des messes. Alors il explique, mais pas totalement, il laisse toujours une porte entrouverte en expliquant qu'il n'arrive pas tout de même à comptabiliser, c'est-à-dire qu'il faudrait que la Bessonnière ait dit des centaines de milliers de messes. Bon, à 1 ou 2 francs la messe, imaginez. Hein. Donc, il laisse, on pourrait dire, la porte ouverte à l'idée qu'il y a une seconde source d'information. Voilà donc le phénomène, sauf que bon, tout ceci a pris de l'ampleur. A pris de l'ampleur parce que
le tourisme aidant, c'est devenu un pôle dont beaucoup de gens se sont intéressés. Et effectivement, en mars 81, Mitterrand s'est intéressé à Rennes-le-Château. Donc pour moi, ça fait clic. Alors je connaissais cette affaire parce que, bon, Mitterrand fait une campagne, il passe à Limoux, il fait un discours, et dans l'après-midi, il décide d'aller voir Rennes-le-Château. Et en fait, il connaissait déjà. Et Mitterrand connaissait très bien la région parce qu'il avait, en 46-47, il avait, quand il crée son parti qui est l'UDS, l'Union démocrate socialiste de la résistance, il tente de gagner cette région qui était un arrondissement radical des Sarraux. Il tente de gagner. Donc il vient en 46-47, pas faire campagne, mais essayer de... Alors je le sais parce que ma grand-mère lui a passé il y avait des pénuries d'essence et ma grand-mère lui a passé un vélo. Et elle en voulait toujours à Mitterrand parce que Mitterrand ne lui avait jamais rendu le vélo. Ça je ne le raconte pas dans le truc, mais c'est vrai. Donc Mitterrand avait déjà une connaissance. Alors bon, ça s'arrête là, mais il est intéressé. Alors il y a à côté de lui le président du Conseil général et ils sont intéressés par ce diable qui supporte le bénitier. À cette occasion, on lui offre un chapeau, qui est un chapeau d'une entreprise de chapellerie locale. Donc tout ça participe à cette embellie autour de Rennes-le-Château. D'autant qu'il y a, alors là, à 6 km, le pic de Bugarache, qui est une montagne qui culmine c'est la montagne la plus élevée des Corbières, 1100 mètres. Et à cette histoire de Mitterrand, du trésor, des secrets, se greffe la fin du monde, qui a attiré encore plus de gens. C'est-à-dire que très rapidement, Rennes-le-Château est connu par l'histoire de ce curé qui s'est enrichi, qui a construit, des secrets, des trésors et des secrets qu'il aurait pu découvrir, ou qu'il a découvert, et ensuite on a toute la greffe. Alors, dans un village juste au bas de Rennes-le-Château, qui est le village d'Alette, qui est l'ancienne capitale diocésaine, il y a toute une concentration d'éléments qui aboutissent. Alors, moi j'étais à ce niveau. J'étais à ce niveau, c'est-à-dire la connaissance, un curé assez original, assez classique, mais ayant une vie assez romanesque, des fréquentations, des sociabilités assez étonnantes. Autour de ce curé, on voit des hommes d'église, mais aussi des libres penseurs, on voit des passionnés d'ésotérisme, on voit une cantatrice, on voit même des aristocrates, y compris des Autrichiens qui viennent par hasard, en fait, qui passent dans le coin. Donc on aurait pu m'arrêter là. C'est-à-dire en fait produire un roman qui aurait repris la synthèse que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Sauf que j'ai découvert autre chose. Il y a dans l'Aude, à ce moment-là, un député, conseiller général. Il a été sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, du Jardin Baumès. Vous l'avez là. C'est un radical, presque radical socialiste, oui. Libre penseur, défenseur de la vie bohème et des artistes qui n'étaient pas académiques. Donc c'est une figure forte dans la vie politique locale et aussi dans la vie politique parisienne. Comment est-il est arrivé dans l'arrondissement de Limoux? Eh bien, tout simplement parce qu'il était amoureux d'une artiste peintre, alors qui a fait son tableau à 18 ans, Marie Pétier, qui est très connue. Il y a un petit musée, en fait très connu entre guillemets, mais qui est connu. Il y a un petit musée à Limoux sur elle, et qui est connu essentiellement par... Elle était d'abord copiste,
une très bonne copiste, mais elle n'a pas pu réussir, elle n'a pas pu se faire accepter. Elle était aussi d'une famille aristocratique, donc c'était pas aussi simple. Et elle s'est repliée dans le département de l'Aude, et donc elle a une peinture assez intéressante, c'est assez lumineux, ça porte sur des situations quotidiennes. C'est une peintre qui n'a pas été reconnue comme toutes les femmes peintres du XIXe siècle. Aujourd'hui, on la reconnaît un petit peu, mais effectivement, elle se situe, on pourrait dire, en dehors des écoles, si ce n'est qu'elle est l'épouse du Jardin-Momès. Alors ça, c'est étonnant. On a, elle vient d'une famille bonapartiste de noblesse d'empire, et lui, il vient des faubourgs parisiens. Et ils vont se marier. Ils vont se marier quand le père de Marie Pété va mourir. Donc, effectivement, ils ont dû attendre. Et là, il y a un phénomène assez étonnant, c'est que durant, quand Dujardin-Momès est sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, on vole la Joconde. On vole la Joconde. Et on va retrouver la Joconde. Lui, il va mourir juste avant, mais on la découvre, on la redécouvre. Cette affaire m'a toujours étonné. Le vol et la restitution. D'autant que le voleur, il va être vite pardonné et il va terminer en France. Vous avez vu un voleur de patrimoine national terminer, se marier, tenir boutique à Paris? Non. On a un historien, j'ai oublié le nom, qui avait travaillé sur le vol de la Joconde. Je lui avais écrit, il m'avait dit oui, il y a des trucs bizarres, il y a des anomalies. Alors moi, je trouvais que c'était là, on était dans l'invention, dans le romanesque, mais je trouvais que c'était intéressant. Pourquoi? Parce que Marie Pétier était une copiste de la Joconde. Elle était très connue pour faire des copies. Elle n'avait pas pu rentrer, parce que l'administration du Louvre à l'époque était très masculin, donc elle n'avait pas pu rentrer comme copiste, encore moins comme restauratrice, au Louvre. C'était son vœu le plus fort. Donc elle s'est contentée de faire des copies qui étaient souvent vendues par ses maîtres, parce qu'elle était dans des ateliers de peinture à Paris. Des maîtres d'ailleurs qui peignaient beaucoup de choses, pas uniquement des copies. Et donc là, je vais dire, ça c'est étonnant, là il y a une conjonction entre une église qui aurait un secret concernant Marie-Madeleine et la Joconde, qui pour certains, la Joconde qui est la première image non religieuse de la femme, et de la femme souriante, qui serait peut-être l'image de Marie-Madeleine. Voilà. Dans le reste, si vous voulez, la connexion était faite. C'est-à-dire qu'en réalité, le trésor de Rennes-le-Château, c'est un secret. Et ce secret, alors, qu'est-ce qui se passe au moment du vol de la Joconde? La Joconde est restituée par ce voleur italien. Bon, moi je lance l'idée que c'est une copie. Parce que Dujardin-Momès, il est responsable, il est en position de pouvoir quand la Joconde est volée. On l'appelle d'ailleurs, dans les luttes politiques locales, on l'appelle le Jocondard. Il en a souffert, pas tellement d'ailleurs, parce que bon, il avait l'esprit ailleurs. Mais mon idée, c'est qu'effectivement, dans Rennes-le-Château, où il y a un secret qui serait associé à Marie-Madeleine, et là on peut en parler, il y a eu une connexion assez étonnante entre la Bessonnière, Marie Pétier et Dujardin-Momès, et que cette connexion aurait pu donner naissance, en fait aurait pu expliquer la réapparition miraculeuse de la Joconde. Voilà. Donc j'ai rajouté un élément à cette histoire. Mais un élément, alors, vous savez, à la différence de l'historien,
l'historien ne construit pas sur des coïncidences ou des coïncidences juste à poser. L'historien reconstitue. Le travail de l'historien est un travail qui est fastidieux, quoi, de reconstitution. Là, je m'appuie sur des coïncidences. Un petit peu comme les théories complotistes s'appuient sur des incidences, des coïncidences, des hasards. Hein. Là, effectivement, il y a un hasard assez étonnant, c'est dans ce village, un curé qui découvre un trésor, ou qui découvre un secret, qui le fait partager, à une sociabilité des intellectuels qui sont autant catholiques que anticléricaux. Et dans ce cercle, il y a aussi un secrétaire d'État, un ministre, qui a eu en charge la question du vol de la Joconde, et dont l'épouse était une spécialiste des copies de la Joconde. Donc, j'ai établi une connexion. Donc le secret, alors ça c'est le roman, le secret, alors ensuite on pourra discuter, le secret c'est qu'en réalité, la Joconde est un faux. Alors, bon, maintenant, on peut ensuite dire pourquoi la Joconde est Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de travaux qui maintenant, autant d'historiens de l'art, autant d'essayistes ou de spécialistes de la religion qui expliquent que tout est possible derrière ce regard. D'autant que si on connaît l'œuvre de Vinci, il y a beaucoup d'inconnus pas uniquement que dans la Joconde. C'est tous les saints le doigt en l'air, tout ça c'est problématique. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans un débat qui nous ramène quasiment au IIe siècle, au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est le débat de la place des femmes dans l'Église. Le débat de la place de Marie-Madeleine dans le dogme. Alors l'Église a fait énormément de progrès dans sa longue histoire, mais elle n'a pas encore restitué. Alors tout dernièrement, elle est arrivée à distinguer d'ailleurs Marie-Madeleine de Magdala et Marie-Madeleine de Béthanie. Elle a déjà fait quelques distinctions, mais effectivement là, c'est une nouvelle dimension du mythe de Rennes-le-Château. Voilà. J'étais parti sur un trésor qui s'explique la découverte d'objets de valeur, puis peut-être un financement par des messes, mais encore très limité, et ensuite une connaissance qui est peut-être divulguée. Alors, à la fin du XIXe siècle, il faut savoir que les prêtres, il y a une certaine liberté qui est autorisée. Vous savez, c'est la fin du XIXe siècle, il n'y a plus d'inquisition. Elle a été supprimée. Puis XII va la réintroduire. Mais il y a là une petite période où effectivement le merveilleux va apparaître. Au travers d'apparitions, au travers d'informations, au travers de constructions. Rennes-le-Château, c'est pas un phénomène isolé. On a également d'autres constructions de ce type. Sauf qu'à Rennes-le-Château, il y a cet ancrage dans une histoire qui laisse supposer qu'il y a effectivement un trésor été découvert, et un secret peut-être aussi, et il y a aussi cette dimension, on pourrait dire, merveilleuse, qui à partir des années 50, à partir du mythe, cet ancrage va bien sûr se développer. Voilà. Je crois qu'on a matière à discussion et on va demander à Eliade de poser les premières questions. Moi, ça m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds, parce qu'il y a beaucoup de questions que je voulais vous poser et auxquelles vous avez répondu. Mais je vais revenir quand même sur le début du livre, sur la campagne de Mitterrand, donc qui va en visite à Rennes-le-Château.
Et chose curieuse, il se fait prendre devant le fameux diable qui soutient le bénitier. Et sur ce bénitier, il y a une inscription, par ce signe tu le vaincras. Une inscription avec 22 lettres. Et le chiffre 22 est un chiffre qui revient souvent dans la construction de Béranger Saumière, dans sa bibliothèque. Enfin, il y a 22 étagères, il y a 22 marches. Le 22 est un chiffre qui est récurrent. Et alors, sa campagne qui était en perte de vitesse démarre à partir du moment où il se fait prendre en photo sous ce bénitier. Et alors, est-ce que, je ne sais pas, puisque le 22 c'est le chiffre d'une phase de changement, de transformation, est-ce que ce voyage lui a été bénéfique? Parce qu'on découvre quand même un Mitterrand qui est féru d'ésotérisme, qui adore tout ce qui est ondes telluriques, il adore ces lieux-là, on le voit avec la roche de Solutré, et Rennes-le-Château, qui est un lieu aussi, et Bougarache, qu'il aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai découvert moi ce côté de Mitterrand que vous avez décrypté aussi, mais comme vous avez décrypté aussi tous les personnages de ce roman. J'ai découvert Marie-Louise Petier que je ne connaissais pas, donc j'aurai sûrement une autre lecture si jamais je revisite l'église, puisqu'il paraît qu'elle a participé aussi, qu'elle a rajouté, qu'elle a mis des codes sur les fresques à certains endroits de l'église. Alors je ne sais pas si vous avez par rapport à ça des informations ou des soupçons. Marie Petier, alors c'est une artiste qui est très, très jeune. Le premier tableau qu'elle peint, c'est Sainte-Germaine de Puvrac. Je ne me rappelle plus exactement. C'est une sainte qui se trouve également dans l'église. Hein. Et avec l'abbé Saunière, ils avaient une passion pour cette sainte. Elle est attirée par Saunière, parce que Saunière était un bel homme, comme on dit dans la région. Hein. Il avait de la gueule, il avait du répondant, il avait un certain charisme. Hein. Il se défendait très bien. D'ailleurs, quand l'évêché l'attaque, il se défend très bien. Et donc il y a eu, bon, moi c'est l'hypothèse que je fais, qu'il y a eu une relation entre cette peintre qui trouve, vous savez, l'ambition de tout peintre, c'est effectivement de participer à la décoration d'une chapelle. Les plus grands l'ont fait, les plus simples, les plus humbles peuvent le faire. Donc elle a trouvé, on pourrait dire, l'occasion. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est morte assez jeune. Donc cette relation ne s'est pas poursuivie. Mais elle a pu participer à la décoration de l'église, parce que la décoration de l'église pose toute une série de questions. On se demande qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement. Il y a des éléments qui sont faussés. L'abbé Saunière a acheté toute la statuaire à l'entreprise toulousaine de décoration religieuse, qui n'existe plus, mais en fait, je pense qu'il y a maintenant un musée. Hein. Mais il a eu le souci de faire redécorer toutes les décorations achetées. Donc il s'est appuyé sur une base qui était quasiment industrielle et artisanale, mais il a demandé à des gens de travailler. Tout est codé dans ces constructions, que ce soit les monuments, que ce soit les pièces, que ce soit les parquets, tout est codé. Est-ce qu'il ne s'est pas amusé tout court? On ne sait pas aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le personnage. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, mais qui est bridé. Et il découvre un trésor, un petit trésor qui lui permet d'accéder. Il va à Paris, il va souvent à Lyon, il va souvent en Espagne, peut-être pour aider une partie du trésor. Et donc là, il est un petit peu dans la situation de cette fin du XIXe siècle où les gens se construisent des images. Donc, cette volonté de se construire une image. D'autant qu'il il a des compétences. Il n'est pas...
c'est vraiment un personnage. Au départ, c'était ça que je voulais essayer de comprendre. Et je n'y arrivais pas parce que je n'ai pas les sources. Mais effectivement, là, il a laissé des pages ouvertes, mais qu'il faut décrypter, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc, c'est le succès de Rennes-le-Château. C'est-à-dire que vous pouvez aller à Rennes-le-Château, vous allez découvrir des choses et vous y reviendrez un an plus tard et vous découvrirez autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accumulation d'informations. Et l'engouement de Mitterrand, le carnet de Latché, expliquez-nous. Ça fait partie du roman. Là. Alors, Dujardin-Baumès avait un ami. C'était Clémenceau. Dujardin-Baumès a divulgué, voilà le carnet, a divulgué à son ami qui est devenu, qui était à un moment donné Premier ministre, puis qui est devenu président de la République, a divulgué l'information comme quoi la Joconde allait être retrouvée. Voilà. Clémenceau a mis ce document dans ses archives. Et ces archives sont restées à l'Élysée. Voilà. Donc effectivement, il y a Dujardin-Baumès, c'est un radical socialiste, mais qui était plutôt tendance démocrate, un petit peu à la Barthou, les gens qui viennent de régions avec un électorat catholique. Donc il était un petit peu prudent sur les questions religieuses. Donc il était beaucoup plus proche de Poincaré que de Clémenceau. Donc là, pour différentes raisons, et bon, entre autres la crise viticole. Et donc il a laissé à Poincaré un témoignage qui serait un carnet. C'est là où j'invente le carnet. Et le carnet, Mitterrand en hérite. Il le prend à Latché et il le perd. Voilà, c'est ça. Donc à partir... Il réapparaît 24 ans après. Il réapparaît, bon, mais qu'il faut décrypter, en mauvais état. Et il y a tout un enjeu, c'est le contrôle du carnet. Alors c'est là où je rajoute une couche, excusez-moi, je mets l'opus Dei dans cette affaire. Pourquoi? Et oui, soyons logiques. S'il y a Marie-Madeleine, il y a une question de dogme qui vont automatiquement poser problème à ceux qui conservent, protègent le dogme officiel. Et donc effectivement, ce carnet est à la fois un enjeu pour qu'on vienne de le décrypter, et aussi un enjeu pour une partie de l'Église qui ne veut en aucun cas qu'on diffuse ce qui est écrit dedans. Et ce qui est écrit dedans, c'est qu'effectivement, la Joconde est un faux, donc ça gênerait le Louvre, mais que la Joconde est aussi, en reprenant la thèse d'historien de l'art, mais qui aujourd'hui est confirmée, que la Joconde est autre chose que la dame du marchand Jocundo. Autre chose. On disait que c'était à l'époque où j'étais très, très lointaine, j'ai fait des études d'histoire de l'art, on disait que c'était l'amant de Léonard de Vinci. On ne disait pas que c'était Marie-Madeleine. Ah oui, non, mais tout a été dit. On a dit que c'était sa mère, on a dit que c'était son amant Salaï, on a dit beaucoup de choses, que ce n'était pas nécessairement la femme du marchand. Donc tout est possible. Donc là, effectivement, on brode. Sauf qu'il y a des historiens de l'art qui expliquent que ce tableau est assez bizarre tout de même. Léonard de Vinci a toujours gardé ce tableau à côté de lui. C'était pas un tableau. Au départ, c'était un tableau qui avait été commandé par un marchand. Il ne l'a jamais donné. Il a toujours gardé comme si c'était une icône, une relique. Tous les gens qui ont... Il y a autour de ce tableau quelque chose, quoi, qui vient du fait que, effectivement, c'est la beauté la mieux retranscrite.
bon, on peut broder, mais c'est aussi peut-être un message. Alors, voilà. Alors il y a toute une série de débats sur la façon dont la Joconde plie les mains. Oui. Alors à propos de messages, on disait que les personnes qui pourraient le décoder, devraient être en possession du codex Leicester, donc qu'a racheté Bill Gates, oui. Et qui n'est visible qu'une fois par an dans une ville oui. Qui n'est pas définie. C'est ça le problème. À un moment donné, je le fais dire à quelqu'un, je lui dis mais on ne peut pas comprendre ce tableau parce que ce tableau est un puissant fond. On pourra toujours penser que ça représente une femme, ça représente la mère, ça représente l'amant, ça représente Marie-Madeleine. On peut. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir les documents écrits qui accompagnaient ce tableau. Et c'est le Codex Leicester qui est la propriété de Bill Gates. Et qui ne le met pas dans le domaine public. Et l'autre tableau de Vinci qui pose problème, c'est le Salvator, là. Et c'est la propriété du roi de l'Arabie Saoudite, qui ne le met pas dans le domaine public. Donc vous voyez, il y a l'idée que Da Vinci était son biographe le plus proche, parce qu'ils se sont côtoyés, l'a dit en premier, il a dit Da Vinci avait une religion particulière. D'où l'intérêt de faire une sorte de forme de perfection féminine qui renvoie à une perfection féminine et divin féminin, on fait quelque chose. Il faut savoir que, sans trop m'approfondir sur cette question, les pères de l'Église ont tranché. Les pères de l'Église ont tranché, mais au départ, si on s'en tient à l'évangile proprement dit, la première personne que le Christ ressuscité voit, c'est Marie-Madeleine. La première personne qu'il envoie aux apôtres dire qu'il est ressuscité, c'est Marie-Madeleine. Dans une église qui fait si peu de place aux femmes, voilà une femme qui joue un rôle déterminant. Alors, tellement déterminant que tout a été fait pour la gommer. Mais elle réapparaît à chaque fois. Et vous savez à quel moment elle réapparaît? Quand l'église catholique a des problèmes. Elle réapparaît avec la contre-réforme. Elle réapparaît au XIXe siècle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pour l'Église catholique le moyen de s'accrocher la population féminine. Et dans les phases dès le XIXe siècle, c'est vital. Et alors le pape actuel participe à ce phénomène de réinscription de Marie-Madeleine dans, j'allais dire, le Panthéon. Non, oui, le Panthéon chrétien. Oui, parce qu'en fait, Jésus-Christ, c'était plutôt l'Apollon, et donc il fallait une déesse divine. Ça pourrait être Marie-Madeleine. Voilà. Et ce roman-là que vous découvrez, qui est particulièrement touffu, vous comprenez pourquoi je ne voulais pas le résumer moi seul tout à l'heure, parce que c'est ahurissant. Comment tu l'as travaillé, tu l'as conçu? Tu as commencé par faire, bon, Rennes le château, tu connaissais bien, donc tu n'as fait qu'approfondir. Après, tu es parti sur Mitterrand, sur la Joconde, sur quoi? Comment dès le départ, tu avais une idée de la trame générale ou ça s'est fait petit à petit? Non, dès le départ, j'avais une idée, c'était lui, Jardin Monès. C'est-à-dire qu'il y a l'affaire de Rennes le château et il y a l'affaire du vol de la Joconde. Et dans ces deux affaires, on a ce personnage.
La coïncidence peut être accidentelle, mais pour moi, elle était intéressante. Oui, mais tu nous perds un peu au départ avec Mitterrand. Mais oui, mais l'idée, c'est bon de ne pas dire tout de suite. L'idée, c'est de... Voilà, excusez-moi, mais je vois dans le prolongement de la question que vient de poser Jean-François et sur le même, en restant sur la même interrogation, bon, c'est un roman. D'après tout ce que vous racontez, c'est énormément fouillé, il y a beaucoup de thèmes qui s'entrelacent. Alors je comprends bien, d'un côté, il y a l'histoire de Rennes-le-Château et l'histoire de la Joconde, qui à soi seul pourrait faire un roman, et puis il y a les carnets de Latché, il y a l'histoire de Mitterrand, et j'aimerais comprendre comment, puisque c'est un roman, comment sur le plan de la création littéraire, vous articulez ça. Comment, c'est la question que posait un peu Jean-François, comment vous avez conçu la construction littéraire du roman? Comment vous articulez ces deux thématiques? Comment on articule l'histoire du trésor et l'histoire de Marie-Madeleine? Ok, je comprends bien. L'histoire de Mitterrand qui retrouve des carnets, etc. Je comprends bien, mais je ne vois pas comment les deux, littérairement parlant, dans la construction d'un roman, arrivent à s'articuler. Donc qu'est-ce qui vous a guidé? Quel a été le fil conducteur pour articuler les deux? Le fil conducteur... je connaissais le début, je connaissais la fin. C'était là. Le début, c'est ce fameux carnet. La fin, c'est qu'en réalité, le carnet parle, non pas du vol de la Joconde, mais de la Joconde et de sa signification religieuse. Voilà. Toujours pareil, c'est du Jardin Momès qui me permettait de faire le lien. Maintenant, Mitterrand, mais Mitterrand, c'est aussi... c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est lui qui arrive à Limoux, qui fait un discours et qui décide d'aller à Rennes-le-Château. Et qui laisse ses militants devant leur gâteau et leur verre de blanquette. Il est assez étonnant, quoi, comme personnage. Et Mitterrand était passionné par... il était passionné par Bulgarache, il est allé plusieurs fois à Bulgarache. Il avait même, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait même interdit de survoler le massif de Bulgarache. Et en 63-64, il y en a une constellation qui s'est abattue à côté de Bulgarache. Et donc il disait, mais moi j'avais interdit qu'on le survole, et ils l'ont survolé. Et donc, mais Bulgarache, tout le monde en parle. Il y a des romans qui ont été écrits, le capitaine de Bulgarache. Donc on est dans... si vous voulez, j'ai pas fait la production littéraire, non, j'ai écrit ça comme un film, avec des flashs. Ensuite, bon, il me fallait que j'ai un fil conducteur, c'est-à-dire il me fallait un personnage qui croisait d'autres personnages. Ça s'est passé comme ça. Et après, je vous dis, c'est le Covid, c'est-à-dire que j'avais rien à faire, donc c'était amusant. Il y a beaucoup de personnages. Le journaliste est un personnage intéressant. Ce jeune journaliste là, qui enquête comme Tintin. Ah ouais, hein. Et oui, c'est lui qui fait le fil conducteur. C'est lui. Hein. Alors il y a une chose à la relecture rapide que j'ai remarqué, c'est que Mitterrand, donc quand il est à Rennes-le-Château, à un certain moment, il reçoit en privé quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus d'Espéraza, qui après va avoir un rôle justement dans l'histoire de la bibliothèque, parce que la bibliothèque c'est aussi un mystère, parce que quand il est mort, tout avait disparu. Mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Jésus d'Espéraza, il n'a pas existé, mais en fait je me suis inspiré d'une situation réelle, c'est-à-dire c'était un guérisseur qui soignait Mitterrand. Et qui était parent avec les anciens seigneurs de Rennes-le-Château. Vous voyez tout. Des fois, j'invente, des fois, je fais
pas beaucoup d'efforts pour inventer. Alors, du coup, maintenant, c'est les Anglais qui ont acheté la maison de Jésus d'Esperaza. Donc, je lui ai envoyé le roman en disant, faites attention, j'ai décrit la maison. Mais, enfin, pour eux, c'est bien parce que c'est un gîte, ils vont pouvoir bonifier. Hein? Mais, alors, Mitterrand, quand il faisait ses campagnes, il avait toujours des apartés. Alors, on disait, il voit ces vieilles relations qui sont les évadés des camps, des stalags d'Allemagne. Il avait son réseau de compagnons de la libération, c'était ses anciens. Et là, bon, effectivement, il voit Jésus, mais en fait, là aussi, c'est romanesque. Mais le Jésus en question, il a existé. Mais la bibliothèque, alors? Alors, la bibliothèque, ça, je l'ai inventé. Tout à fait. Tout à fait. Parce que la bibliothèque a disparu, ça c'est sûr, oui, elle a disparu. Oui, oui. Non, quand vous visitez la tour Magdala, c'est-à-dire la tour qu'il a construite, qui servait de bibliothèque, il n'y a rien. Vous comprenez que ce n'est pas uniquement pour classer une 50aine ou 100 bouquins, il y a autre chose. Et lui le disait aussi, il disait qu'il avait toutes les évangiles apocryphes, qu'il avait... il était détenteur d'un secret qui n'était pas nécessairement le sien, ça pouvait être un groupe, mais ça on ne sait pas. Et donc la bibliothèque disparaît, et donc moi je fais courir le bruit que c'est les Anglais, un bouquiniste anglais qui l'a acheté, qui l'a dispersé, parce que ça, quand on dit que c'est les Anglais qui ont fait un sale coup, c'est normal, on le croit. Mais c'est la clé. Aujourd'hui, il faudrait retrouver cette bibliothèque. Moi, on la redécouvre, mais là, c'est inventé. Parce qu'effectivement, il avait toute une série d'ouvrages qui, normalement, étaient interdits dans la bibliothèque d'un curé de campagne. Oui, il avait Allan Kardec, par exemple. Ouais. On a le sentiment, c'est assez amusant, que après avoir écrit ce roman, tu crois à tout là. Tu es troublé. Un petit peu. Je ne te connais pas bien, mais ça m'a étonné que quelqu'un qui a l'air solide, qui a vécu en Afrique, tout ça, eh bien, soit quand même très sensible à ces questions-là auxquelles moi j'adhère mal, parce que je ne connais pas sans doute, mais d'occultisme, d'ésotérisme, numéro sacré, le 22, de temps de la pyramide du lot, donc elle a combien de... Ah, il paraît qu'elle a 666 losanges de verre, et c'est Mitterrand qui a demandé à Pi de mettre 666 losanges de verre. Alors tu y crois tout ça ou pas? Mitterrand a tout fait pour qu'on y croit, parce que quand il a fait la méridienne verte, qui part de Saint-Sulpice à Paris, et qui démarre avec le buste d'Arago. Arago qui est un républicain catalan, mais voisin de Rennes-le-Château. Cette méridienne passe à Rennes-le-Château, passe à Bugarache. Il y avait des plots en cuivre qui ont été volés par la suite, parce que cette méridienne allait de Saint-Sulpice à Barcelone. Malheureusement, c'était très beau, c'était tous les 5 ou 10 km, et tu avais des plots circulaires en cuivre, mais ils ont été volés, quoi. Donc Mitterrand avait aussi cette idée de se construire une mémoire d'outre-tombe, et donc de laisser des témoignages patrimoniaux qui poseraient problème. Moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est, parce que du coup j'ai dû lire des choses, ce qui m'intéresse, c'est tout de même pourquoi l'Église catholique, sur la question de la femme, a été aussi stricte. Et donc on voit la question du mariage des prêtres, et ainsi de suite. Alors que ça n'a rien à voir avec l'Église d'origine. Donc là, effectivement, il y a peut-être que j'ai été marqué par cette histoire. Bon, parce qu'effectivement, quand on fait l'histoire des religions, de la religion catholique en Europe,
à chaque fois qu'il y a un problème pour la religion catholique, elle fait appel aux femmes. C'est intéressant. Exemple. Marie-Madeleine. Tu vois réapparaître Marie-Madeleine à chaque période délicate. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de contrôler la population féminine. Sans pour autant faire la révolution qui serait d'établir une égalité parfaite entre hommes et femmes. Oui, l'image féminine par excellence pour l'Église catholique, c'est Marie. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ça a été créé quand la religion était... Oui, c'est Marie, mais ça serait encore mieux Marie-Madeleine. Ça serait encore mieux. C'est pas la mère, c'est la femme. C'est encore mieux. J'avoue qu'elle m'échappait beaucoup, Marie-Madeleine. Ah mais Marie-Madeleine, c'est si tu veux faire une recherche biographique sur Marie-Madeleine, c'est la folie. Hein. Le nombre de thèses sur l'image de Marie-Madeleine, tout le monde a écrit ce Marie-Madeleine. Zola, Renan, tout le monde a écrit ce Marie-Madeleine. On a dit qu'elle aurait été la femme de Jésus. C'est la part, ben oui, La compagne de Jésus. c'est la part humaine. Les évangiles Marie-Madeleine, c'est humaine. C'est pas Marie le divin. Ah non. C'est l'humaine, la part humaine oui, mais c'est le divin. La religion qui interroge beaucoup la peinture, comme vous dites, et beaucoup d'autres tableaux, à savoir est-ce que c'est une représentation de Marie-Madeleine. Comme vous dites, pendant longtemps, on n'a pas pu représenter la femme dans l'art. Et j'ai trouvé que... Moi, je connais Rennes le Château, ça m'intéresse de pouvoir faire des digressions, des diversions, aller chercher, s'interroger. Donc le roman est intéressant pour ça, et à travers l'éclairage que vous en avez donné. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que le roman doit faire, c'est historique. Donc il y a une part d'histoire. Faire le maître du temps, il est 19h, alors peut-être une dernière question ou une dernière remarque. Moi, quand je suis allée à Rennes-le-Château, j'ai trouvé vraiment j'ai eu une impression étrange dans ce village. C'est vrai que c'était un jour où il y avait beaucoup de gens allemands, tout ça, qui me paraissait un peu, excusez-moi, illuminés. Quand je suis rentrée dans la librairie, je cherchais un livre, puis je n'ai pas trouvé. Et alors, moi, je me demande comment ça perdure à travers les siècles, cette histoire de Rennes-le-Château. En tant qu'historien, comment vous expliquez? Parce qu'il voit des questions basiques. C'est vrai qu'il y en avait qui avaient une pelle, apparemment. Oui, oui, parce qu'il y a les grottes, la grotte Marie-Madeleine, il y a une grotte. Donc il faut y aller pour voir que ça tient pas le coup, quoi. Hein, il faut descendre dans la grotte. Mais maintenant, effectivement, Rennes-le-Château, c'est le 22 juillet, il y a donc maintenant une messe qui est dite à Marie-Madeleine, mais officiellement, mais c'est la couille, il ne faut pas aller à Rennes-le-Château le 22 juillet. Est-ce qu'il y a des fouilles qui ont été faites? Ah oui, il y a des fouilles, mais elles ont été aussi interdites. En fait, il y a un jeu subtil entre des fouilles, des interdits. Plus c'est interdit, plus ça attire des gens. Oh là, c'est la folie. Après, moi, ça m'a fait penser un peu sur Rennes-le-Château, dont parlait madame, un petit peu au trésor des Cathares dans l'Ariège, que tout le monde cherche aussi, quoi, en fait, hein, comme le trésor des Templiers. Vous voyez ces ordres. Ouais, mais sauf que. Ces ordres religieux, cette part de. Sauf que là, il y a eu des constructions qui témoignent d'un enrichissement. On n'est pas dans l'invention. Effectivement, il a construit, et j'ai découvert, là, alors là, c'est en lisant, il était, le fameux abbé Saunière, il avait des relations qui dépassaient le cadre, on pourrait dire, des curés du Razès ou du département. Il connaissait beaucoup de gens, il avait des relations assez étonnantes. Bon, c'est la correspondance, mais... On dit qu'il est ruiné quand même. Non.
il est mort, il n'est pas mort ruiné, il est mort sans grande ambition, mais en fait il n'est pas mort ruiné, non. C'est, la ruine elle va arriver à partir des années 20 et 30, parce qu'en réalité tout son capital, parce que c'était aussi quelqu'un qui savait gérer le patrimoine, hein, il était, voilà. Tout son capital était placé en emprunt russe, ou dans des monnaies étrangères ou autrichiennes. Donc il a tout perdu, et ensuite il y a eu la crise de 29. Bon, c'était connu autour de Rennes-le-Château, tous les gens allaient acheter des choses chez Marie Denarnaud, son héritière. C'était des meubles, c'était des actions, c'était des bijoux. Elle a été pillée par tout le monde, cette pauvre femme. Elle s'en foutait, elle voulait être enterrée à côté de la baie. Et la pire des choses, c'est que la municipalité a voulu faire un tombeau dans le domaine. Donc ils ont déménagé son corps, ils l'ont mis à part pour que tous les touristes puissent... mais ils l'ont séparé de ce qui était son épouse. Ça c'est... Voilà, je crois qu'on va en rester là. Le temps de la dédicace et de quelques questions, si vous voulez, à l'aparté. Voilà, si certains veulent donc dédicacer le livre, c'est possible. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.